Virgil Caine avait traqué la nonne du diable à travers 8 territoires, et durant l'été de 1882, il l'avait enfin trouvée. Elle se cachait au dernier endroit où l'on chercherait, derrière une croix, portant un voile, prétendant être une sainte. Le désert s'étendait devant lui comme une mer de feu. Le Nouveau-Mexique en juillet. Une chaleur qui pouvait tuer un homme s'il n'était pas prudent. Caine était toujours prudent. Il le devait. 20 ans à chasser des hommes recherchés lui avaient appris au moins ça. Son cheval se frayait un chemin à travers les broussailles et les pierres. Un bon animal, fort, patient, comme Caine lui-même. Le genre de patience qui vient de la traque d'une proie à travers les montagnes, les déserts et les territoires où la loi n'était qu'un mot que les gens utilisaient quand ils voulaient quelque chose. Caine sortit de la vie de recherche de sa sacoche, le déplia pour la 100e fois. Le croquis était grossier, dessiné par un homme de loi qui n'avait jamais été doué pour les visages. Mais la description était assez claire. Grace Holloway aussi. Amama Holloway, aussi connue comme la faiseuse de veuve, aussi connue comme la fille du diable. Recherchée dans 4 territoires pour meurtre. 12 hommes morts de sa main. 2 000 $, mortes ou vives. La fiche ne mentionnait pas pourquoi elle les avait tués. 15 s'en fichaient. La justice était pour les juges et les jurys. Lui, il ne faisait que recouvrer des dettes. Ça faisait 3 ans qu'il la traquait. 3 ans à vérifier les registres de baptême dans chaque mission et couvent de Santa Fe à San Diego. La plupart des chasseurs de primes auraient abandonné au bout de 6 mois. Mais Caine avait appris quelque chose sur les Stuarts pendant la guerre. Ceux qui survivaient étaient ceux qui changeaient. Grace Holloway n'avait pas fui au Mexique comme tout le monde s'y attendait. Elle avait fait quelque chose de plus malin. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Sœur Magdalena, c'est comme ça qu'on l'appelait maintenant, dans une petite mission près de Redemption, au Nouveau-Mexique. Population d'environ 300 âmes, le genre d'endroit qu'on traverse en route vers un lieu meilleur. Caine avait eu l'information d'un prêtre itinérant il y a 3 semaines. Ivre, il parlait trop. Il avait mentionné une nonne dans une mission qui ne communiait jamais, qui avait des cicatrices sur les mains qui ne venaient pas de la prière. C'est là que Caine a su qu'il l'avait trouvée. La ville apparut à l'horizon comme un mirage. Des bâtiments en bois cuisant au soleil, un clocher d'église, des tourbillons de poussière dansant dans la rue. Caine guida son cheval sur la pente vers la ville. Il avait déjà fait ça. Entrer dans une ville, poser des questions, récupérer sa prime. Parfois, il venait facilement. Parfois, il se battait. Caine n'avait pas de préférence. L'argent se dépensait de la même manière. Mais Grace Holloway était différente. Elle devait l'être. On ne tue pas 12 hommes par accident. On ne se cache pas pendant 6 ans dans une mission à moins d'être doué pour faire semblant. Ça n'allait pas être facile. Caine le savait, s'y attendait même. C'est ce qui rendait la chasse intéressante. Il attacha son cheval au magasin général, entra, acheta des provisions. Le propriétaire du magasin était un homme âgé aux yeux bienveillants et aux mains tachées par le travail. Il sourit quand Caine paya. Il dit merci comme s'il le pensait vraiment. Caine aimait ces petites villes. Les gens croyaient encore en la bonté ici. Il pensait encore que le monde était un bon endroit avec quelques mauvaises personnes dedans. Il ne savait pas ce que Caine savait. Que le monde était un endroit mauvais avec quelques bonnes personnes essayant de ne pas se noyer. Depuis le magasin, il pouvait voir la mission. Mur blanc, toit de tuiles rouges, un clocher qui captait la lumière de l'après-midi, des enfants jouant dans une cour, leur rire porté par le vent comme une musique. Et là, debout près d'un lavoir, une femme en habit de nonne, tissu sombre, voile blanc, les mains bougeant sur les vêtements mouillés comme si elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Trop loin pour voir clairement son visage. Mais Caine avait de bons yeux. Il pouvait voir sa façon de bouger. Efficace, prudente, comme quelqu'un qui avait appris à tout remarquer. C'était elle. Ça devait être elle. Caine se dirigea vers le salon. Il poussa les portes pour entrer dans une ombre bénie. La température chuta de 20 degrés à l'intérieur. Ses yeux s'habituèrent à la pénombre. 3 hommes jouaient aux cartes à une table dans un coin. Une femme balayait le sol, le barman leva les yeux de ses verres qu'il essuyait. Mexicain, peut-être 50 ans. Du gris dans sa barbe, des yeux qui avaient déjà vu des ennuis et les reconnaissaient quand il passait de la porte. Caine s'assit au bar, posa $1 en argent. « Un whisky, dit-il, et des informations. » Le barman versa.
fit glisser le verre. J'ai le premier, le second coûte plus cher. Kane posa un autre dollar. La mission à l'oreille de la ville, la femme qui la dirige. Depuis combien de temps est-elle ici? Les yeux du barman vacillèrent, juste un instant. Mais Kane le vit. Sœur Magdalena, 6 ans, peut-être 7, une femme bien. Elle a sauvé mon petit-fils quand la fièvre est passée. Bynes sortit l'avis de recherche, le déplia sur le bar. Le barman le fixa. Son visage devint soigneusement vide. Le genre de vide qui signifiait qu'il réfléchissait intensément à ce qu'il allait dire. « Vous l'avez déjà vu? » demanda Kane. Le barman regarda l'affiche un long moment. Quand il parla, sa voix était basse. « Cette femme est morte, monsieur. Qui qu'elle ait été, elle est morte il y a longtemps. » « Les femmes mortes ne respirent pas, dit Kane. Ne mangent pas, ne se cachent pas dans des missions en prétendant être des saintes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Kane finit son whisky, posa un autre dollar. Je vais rester quelques jours. Assurez-vous que la sœur sache que quelqu'un pose des questions sur son passé. Voyons si sa mémoire s'améliore. Il sortit au soleil, laissa l'affiche sur le bar. Derrière lui, il entendit le barman la plier, la ranger. Au coucher du soleil, chaque personne à Redemption saurait que le chasseur était arrivé. C'était bien. Kane voulait qu'il le sache, voulait que Grace Holloway le sache. Fuir était plus facile quand on voyait les ennuis arriver. Mais ça rendait aussi les gens négligents, les poussait à faire des erreurs. Et quand Grace Holloway ferait son erreur, Virgil Kane serait là, à attendre. Grace le vit depuis le clocher, elle était montée pour étendre le linge. Les enfants aimaient jouer à cache-cache là-haut quand elle les laissait faire. Aujourd'hui, ils étaient dans la cour avec sœur Catherine, apprenant leurs lettres, s'exerçant à compter. Étant des enfants, Grace préférait être ici, seule avec le vent, le désert et le ciel qui s'étendaient à l'infini. Pas de questions, pas de faux-semblants, juste le travail de ses mains et le calme de ses pensées. C'est alors qu'elle vit le cavalier. Il se tenait droit en selle, le chapeau bas. Il se déplaçait avec le genre de patience qui vient de la traque sur de longues distances. Grace connaissait cette patience. Elle l'avait utilisée elle-même autrefois. Il y a une éternité, quand elle était quelqu'un d'autre. Ses mains s'immobilisèrent sur le drap mouillé. Le vent le saisit, le fit claquer comme un coup de feu. Elle ne tressaillit pas. Elle n'avait pas tressailli au bruit soudain depuis 6 ans. C'était la première erreur qu'elle avait faite. L'homme s'arrêta au magasin général, puis au saloon. Il posait des questions. Grace le savait sans entendre les mots. Elle attendait quelqu'un comme lui depuis 6 ans. Chaque jour, chaque étranger qui arrivait dans la ville. Le chasseur était enfin venu. Grace descendit du clocher. Elle se déplaça dans la mission comme elle le faisait toujours. Calme, mesurée. Sœur Magdalena vacante à ses occupations. Rien à voir, rien à craindre. Mais à l'intérieur, Grace Holloway comptait les pas, mesurait les distances, planifiait les sorties. Les enfants étaient dans la cour. 8 d'entre eux, âgés de 5 à 14 ans, des orphelins des mines, des fièvres et de la simple malchance qui tue les parents ici. Grace avait elle-même mis au monde 3 d'entre eux lorsque le choléra avait frappé 2 ans auparavant. Mary Chen était assise sous un arbre, 7 ans. Des cheveux noirs en tresse, elle dessinait des images dans la terre avec un bâton, faisant des fleurs qui n'existaient pas dans ce désert. Quand elle vit Grace, elle sourit. « Sœur Magdalena, regardez ce que j'ai fait. » Grace s'agenouilla à côté d'elle, regarda les dessins. « Ils sont magnifiques, ma chérie. Penses-tu qu'il y a des fleurs au paradis? » La question laissa Grace sans voix. Ses enfants faisaient toujours ça, posant des questions auxquelles elle ne savait pas répondre. Des choses qui exigeaient une foi qu'elle n'avait pas. « J'imagine qu'il y en a, dit Grace prudemment. Tommy dit que le paradis n'est qu'une histoire que les adultes racontent pour nous faire sentir mieux face à la mort. » Tommy Walsh, 12 ans, en colère contre le monde. Son père était mort dans l'effondrement d'une mine, laissant Tommy et sa mère sans rien. La mère mourut 6 mois plus tard. De chagrin, avait dit le médecin. Tommy disait qu'elle était morte d'avoir abandonné. Grace comprenait cette colère. Elle en portait une partie elle-même. « Qu'en penses-tu, Marie? » La fille réfléchit. « Je pense que le paradis est là où les gens que nous aimons nous attendent. Même si ce n'est qu'une histoire, c'en est une jolie. » La gorge de Grace se serra. « Oui, murmura-t-elle, c'en est une jolie. » Sœur Catherine appela les enfants pour leur leçon de l'après-midi. Marie s'enfuit en courant.
Grace se leva lentement. Ses genoux lui faisaient mal. 6 ans à s'agenouiller pour prier. 6 ans à frotter les sols, laver les vêtements et prétendre que ses mains ne se souvenaient pas de ce que c'était que de tenir une arme. Elle se dirigea vers la chapelle, vide à cette heure de la journée. Les autres sœurs se reposaient. La chaleur ralentissait tout le monde sauf Grace. Elle avait appris à travailler malgré la chaleur, le froid et l'épuisement, des compétences de survie de son autre vie. La chapelle était fraîche, murs de pierre, hautes fenêtres, la lumière filtrait en barres dorées. Grace se dirigea vers l'autel, s'agenouilla. Pas pour prier. Elle avait cessé de faire semblant de prier il y a 2 ans, juste pour réfléchir. La pierre descellée se trouvait sous le coin gauche de l'autel. Elle l'avait trouvée sa première semaine ici, l'avait reconnue pour ce qu'elle était. Une cachette, placée là par un prêtre ou une nonne qui avait aussi eu des secrets. Grace passa la main dessous, déplaça la pierre. La boîte en bois était toujours là, enveloppée dans une toile cirée. À l'intérieur de la boîte, son revolver Colt Navy de 1851, 6 chambres, amorce à percussion, propre, huilé, prêt. Elle l'avait vérifié tous les 6 mois pendant 6 ans, une habitude de son ancienne vie, quand un percuteur rouillé signifiait la mort. Grace ne le sortit pas, le regarda simplement, se souvint. Le dernier homme qu'elle avait tué s'appelait Dutch Carver. Il dirigeait le gang qui avait brûlé la ferme de sa famille, qui avait tué son père alors qu'il essayait de protéger sa mère, qui avait tué sa mère pendant que Grace se cachait dans la cave à légumes, qui avait tué son frère quand il avait couru chercher de l'aide. Grace avait traqué Dutch pendant 3 ans, l'avait trouvé dans une maison close à Albuquerque, ivre, riant d'une femme qu'il avait blessée. Elle s'était approchée de lui calme comme un dimanche matin et lui avait tiré une balle dans le cœur. « Ça, c'est pour ma mère », avait-elle dit. Puis elle lui avait tiré dessus à nouveau. « Et ça, c'est pour moi ». Après, elle avait chevauché pendant 2 jours d'affilée, s'était arrêtée à une mission en Arizona, avait supplié de rester, supplié pour le voile, pour les vœux, pour la chance d'être quelqu'un d'autre. La mère supérieure l'avait regardée, vraiment regardée, avait vu au-delà de la saleté, du sang et de l'épuisement, quelque chose en dessous. « Mon enfant », avait-elle dit, « tu fuis quelque chose. » Oui, Dieu n'efface pas le passé, il le porte avec toi. Grace avait failli rire, failli pleurer. « Alors je le porterai ici, laissez-moi juste arrêter de fuir. » La mère supérieure lui avait donné le voile, l'habit, le nouveau nom, et Grace avait essayé. Pendant 6 ans, elle avait essayé d'être sœur Magdalena, de croire au pardon, à la rédemption et aux secondes chances. Mais on ne peut pas effacer 12 corps par la prière. On ne peut pas laver le sang de ses mains avec de l'eau bénite. On ne peut pas devenir une sainte juste en portant une croix. Grace remit l'arme en place, referma la pierre, se leva. Demain, elle affronterait le chasseur. Mais ce soir, elle se permettrait d'être honnête, juste pour un instant. Mais elle n'était pas sœur Magdalena. Elle ne l'avait jamais été. Elle était Grace Holloway, et Grace Holloway ne fuyait plus. Des pas dans l'embrasure de la chapelle. Grace se retourna. Le père Miguel Santos se tenait là, le curé de la paroisse, vieux, gentil, fatigué. « Grace, dit-il, pas sœur, Grace. » Il savait, il avait toujours su. « Père, un homme est venu en ville aujourd'hui, il posait des questions. »« Je sais, il a un avis de recherche. » Grace hocha la tête. « Je m'y attendais. » Le père Santos s'approcha. Son visage était triste. « Combien de temps as-tu? »« Je ne sais pas. Pas longtemps. »« Que vas-tu faire? » Grace regarda l'autel, la croix, les symboles d'une foi en laquelle elle avait tant essayé de croire. « Je ne sais pas ça non plus. » Le père Santos posa une main sur son épaule. « Ces enfants ont besoin de toi. Ces enfants ont besoin de sécurité. J'apporte le danger. Tu leur as apporté l'amour. Tu leur as apporté la vie. » Grace secoua la tête. « Je leur ai apporté un mensonge. Et maintenant la vérité est venue frapper à la porte. » Le prêtre ne dit rien, resta juste là, en témoin, comme le font les bons prêtres. Grace passa devant lui, sortit de la chapelle, dans la cour où les enfants jouaient, où Marie dessinait des fleurs dans la terre, où Tommy construisait des choses avec des bâtons, où 6 ans de faux-semblants lui avaient donné quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru avoir à nouveau. Une maison, un but, une raison de continuer à respirer.
Et demain, un chasseur essaierait de tout lui enlever. Cette nuit-là, Grace ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre de sa petite chambre, à regarder les étoiles, à se souvenir. Les enfants dormaient dans le dortoir, les autres sœurs dans leur chambre, Grace seule avec son passé, comme elle l'avait été la majeure partie de sa vie. Elle avait 17 ans quand c'est arrivé. 17 ans, juste une fille, toute sa vie devant elle, des projets, des rêves et le genre d'espoir qui vient facilement quand on est jeune. La ferme des Holloway se trouvait à 20 miles au sud de Santa Fe, un endroit modeste, des champs de blé, un potager, 3 vaches et une douzaine de poulets. Son père travaillait comme shérif adjoint, un travail honnête, parfois dangereux, mais il croyait dans la loi, en la justice, en ce qui était juste. Sa mère s'occupait de la maison, cuisinait, nettoyait et chantait des hymnes d'une voix qui pouvait faire pleurer les anges. Elle avait appris à Grace à lire, à coudre, à voir la beauté dans les petites choses. Son frère, Thomas, avait 14 ans, grand pour son âge, toujours en train de rire, toujours à s'attirer des ennuis. Le genre d'ennui qui vient quand on est jeune, agité et qu'on se croit immortel. Ils étaient heureux, pas riches, pas importants, juste une famille essayant de se faire une vie sur une terre difficile. Puis la banque a saisi la ferme. Grace se souvenait de son père rentrant à la maison ce jour-là, s'asseyant à la table de la cuisine, la tête entre les mains. « Ils prennent de la ferme », avait-il dit. « La sécheresse a tué le blé, je ne peux pas faire les paiements. » Sa mère avait pleuré. Thomas s'était mis en colère. Grace était juste restée assise là, engourdie. Leur maison leur était enlevée. Ils avaient 30 jours pour partir. C'est alors que le gang est arrivé, la bande de Dutch Carver, 12 hommes, des hors-la-loi, des vagabonds et des hommes qui avaient appris qu'il était plus facile de prendre que de gagner. Ils sévissaient dans le territoire depuis des mois, attaquant des fermes isolées, volant ce qu'ils pouvaient, brûlant ce qu'ils ne pouvaient pas. Le père de Grace les avait traqués en tant que shérif adjoint, avait des mandats d'arrêt, avait témoigné contre 2 d'entre eux, s'était fait des ennemis. Le gang est arrivé un mardi soir. Grace se souvenait de ce détail. Mardi, comme si le jour de la semaine où votre monde s'effondrait importait. Son père les entendit arriver, envoya Grace dans la cave à légumes. « Cache-toi », avait-il dit, « ne sors sous aucun prétexte. » Elle avait voulu discuter, rester, aider, mais un regard sur son visage, et elle avait obéi, était descendue dans la terre sombre, avait tiré la porte et avait écouté. La voix de son père, calme au début. « Vous devez partir. Je suis shérif adjoint. Je vous ordonne de partir. » Le rire de Dutch Carver. « Vous n'ordonnez rien à personne. Vous êtes seul. Votre insigne ne vaut rien ici. » Des coups de feu. Son père essayant de se battre 12 contre 1. Ça n'a pas duré longtemps. Le cri de sa mère. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Thomas qui court. D'autres coups de feu. Son corps tombant au sol. La voix de sa mère priant, toujours priant, même à la fin. Puis l'odeur de fumée. Le feu. Il brûlait la maison, brûlait tout. Grace était restée dans cette cave à légumes jusqu'à l'aube. Était restée pendant que la chaleur cuisait la terre au-dessus d'elle, pendant que les poutres tombaient, pendant que tout ce qu'elle aimait se transformait en cendres. Quand elle est finalement sortie, le soleil se levait. La ferme n'était qu'une ruine fumante. Sa famille gisait là où elle était tombée, son père près de la porte, son arme à la main, vide. Thomas dans la cour. Il avait presque atteint la route. Sa mère dans la cuisine, à genoux, comme si elle avait été en train de prier. Grace les avait enterrés, seule. Ça lui a pris 2 jours. La terre était dure. Elle avait 17 ans, elle était petite et ses mains saignaient à force de creuser. Mais elle l'avait fait, leur avait au moins donné ça. Après, elle s'était assise près de leur tombe, tenant l'arme de son père, celle qui avait été vide, en pensant. Les derniers mots de sa mère lui revinrent. Grace les avait entendus à travers le plancher. « Ne deviens pas comme eux, Grace. Promette-le-moi. Ne laisse pas la haine faire de toi ce qu'ils sont. » Grace avait fait cette promesse, l'avait murmurée au vent et aux cendres. « Je ne deviendrai pas comme eux, maman, je te le promets. » Elle avait rompu cette promesse avant même que les corps ne soient froids. La chasse a duré 6 ans. Grace a traqué chaque homme qui avait été là cette nuit-là.
12 hommes, elle a appris leurs noms, leurs habitudes, où ils buvaient, où ils dormaient, qui ils aimaient. Elle avait appris de son père les compétences de shérif adjoint, la traque, la patience, comment lire les signes, comment attendre. Le premier qu'elle a tué était un homme nommé Pike Roberts. Elle l'avait trouvé à Santa Fe, 2 ans après les meurtres. Il était seul dans une ruelle derrière un saloon, ivre, une cible facile. Grace s'était approchée de lui, l'arme à la main, tremblante. Vous avez tué ma famille, avait-elle dit. Il l'avait à peine regardée. Ouais, toi et 100 autres, ma petite, fais la queue. Elle lui avait tiré dessus, une fois, dans la poitrine. Il était tombé, l'air surpris, comme s'il ne s'était jamais attendu à ce que la mort vienne réellement le chercher. Grace avait vomi après, avait tremblé si fort qu'elle ne pouvait plus se tenir debout, mais elle l'avait fait, un de moins, 11 à suivre. 11 aussi. Le deuxième meurtre fut plus facile, le troisième encore plus. Au moment où elle en arriva au numéro 6, elle ne tremblait plus, ne vomissait plus, elle s'approchait, leur tirait dessus et s'en allait. C'est là qu'elle réalisa que sa mère avait eu raison. La haine avait fait d'elle exactement ce qu'ils étaient, une tueuse. Pas meilleure, peut-être pire, parce qu'elle savait que c'était mal et le faisait quand même. Mais elle n'a pas arrêté. Le numéro 12 était Dutch Carver, le chef, celui qui avait donné les ordres. Grace le trouva dans cette maison close d'Albuquerque, entra comme si l'endroit lui appartenait, le trouva à l'étage, ivre et riant. Il l'avait regardé, la reconnaissance se lisant sur son visage. « Tu es la fille des Holloway. C'est ça. Venue pour te venger. Non, je suis venu pour en finir. » Elle lui avait tiré dessus 2 fois, une fois pour sa mère, une fois pour elle-même. L'avait regardé mourir, n'avait rien ressenti, ni satisfaction, ni chagrin, juste le vide. C'est là que Grace a su qu'elle était damnée, qu'elle l'était depuis des années. Tous ces meurtres, toute cette chasse, ça n'avait pas ramené sa famille, n'avait rien amélioré, avait juste rendu le monde un peu plus sombre, un peu plus froid. Elle avait quitté Albuquerque à cheval, avait continué à chevaucher. 2 jours plus tard, elle avait vu une mission, petite, calme, loin de tout. Elle s'était arrêtée, avait demandé si elle pouvait rester, juste pour un moment. La mère supérieure lui avait donné le voile. Grace l'avait pris, désespérée de trouver quoi que ce soit qui puisse la rendre à nouveau pure, qui puisse lui donner une raison de continuer à respirer. 6 ans qu'elle le portait, 6 ans à essayer d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un digne de pardon, quelqu'un qui méritait une seconde chance. Mais on ne peut pas laver le sang avec de l'eau bénite. On ne peut pas effacer 12 corps par la prière. On ne peut pas devenir une sainte juste parce qu'on le veut. Grace se leva de sa fenêtre. L'aube arrivait. Le chasseur était là. Demain, tout changerait, mais ce soir, pour un dernier instant, elle se permit d'être honnête. Elle n'était pas sur Magdalena. Elle était Grace Holloway, une tueuse, une menteuse, une femme qui avait rompu toutes les promesses qu'elle n'avait jamais faites. Et demain, elle devrait décider si elle était prête à en payer le prix. Clayton Harkness portait l'étoile en fer blanc depuis 8 ans, assez longtemps pour savoir que la loi et la justice n'étaient pas toujours la même chose. Il se réveilla avant l'aube, comme toujours, prépara du café, fort et noir, comme sa défunte femme avait l'habitude de le faire. Elle était partie depuis 9 ans maintenant, morte en donnant naissance à leur fille, Emma, laissant Clayton élever la fille seule. Emma avait 14 ans maintenant, intelligente, volontaire. Elle ressemblait trait pour trait à sa mère. Parfois, cela faisait mal au cœur de Clayton. Parfois, c'était la seule chose qui le faisait tenir. Il but son café, regarda le soleil se lever, pensa à l'homme qui était arrivé en ville la veille, Virgil Kane. Clayton connaissait le nom, connaissait la réputation, chasseur de prime, professionnel, implacable, et il posait des questions sur Sir Magdalena. Clayton était au courant pour Grace depuis 2 ans. C'était un accident, un marshal fédéral de passage, ivre, parlant trop fort au saloon de la femme qui avait tué le gang Carver. Elle s'est transformée en fantôme, avait bredouillé le marshal. Certains disaient qu'elle est morte, mais j'ai entendu dire qu'elle a pris le voile, se cachant à la vue de tous. Clayton avait vu l'avis de recherche que le marshal portait, avait reconnu le visage immédiatement, plus vieux, plus dur, mais indubitable. La femme qui était restée au chevet d'Emma pendant 3 jours quand la scarlatine avait failli la tuer, qui avait chanté des hymnes d'une voix brisée,
qui avait refusé de partir jusqu'à ce qu'Emma soit en sécurité. Clayton avait offert un autre verre au marshal, avait attendu que l'homme s'évanouisse, puis il avait pris l'affiche et l'avait brûlée dans la ruelle derrière le saloon. Emma l'avait vu. « Papa, qu'est-ce que tu fais? » Il avait regardé sa fille, ses yeux brillants de fièvre, la vie que Grace Holloway avait sauvée. Quelque chose que ta mère aurait voulu. Maintenant, 2 ans plus tard, un autre chasseur était venu, et celui-ci ne se laisserait pas acheter avec du whisky. Clayton finit son café, mit son chapeau, se dirigea vers son bureau. Le soleil montait, Main Street commençait à se réveiller, les commerçants ouvraient leurs portes, les femmes balayaient les porches, une journée normale à Redemption. Sauf que ce n'était pas le cas. Virgil Kane attendait devant la prison, assis sur un banc, patient, comme s'il avait tout le temps du monde. « Shérif, dit-il en se levant, respectueux. « Monsieur Kane, j'ai entendu dire que vous êtes un homme honnête, chose rare par ici. » Clayton déverrouilla la porte du bureau. Assez honnête. Kane le suivit à l'intérieur. « Alors vous m'aiderez pour une petite affaire. Je cherche une femme du nom de Grace Holloway, recherchée dans 4 territoires, pour 12 chefs d'accusation de meurtre. » Clayton se versa plus de café, n'en offrit pas à Kane. « Je ne la connais pas. » « Je n'ai pas dit que vous la connaissiez, mais je pense qu'elle est dans votre ville et je pense que vous savez exactement où. » Clayton garda un visage neutre. « C'est une accusation sérieuse. » « Pas une accusation, juste un fait. » Kane sourit froidement. « Voyez-vous, ça fait longtemps que je fais ça, shérif. Et j'ai appris que le meilleur endroit pour un tueur pour se cacher est derrière une croix. Ça met les gens mal à l'aise de poser des questions, ça leur donne envie de croire en la rédemption. Vous ne croyez pas en la rédemption. Je crois en 2000 $ et je crois que cette femme à la mission est Grace Holloway. » La main de Clayton ne bougea pas vers son arme, pas besoin. Ce n'était pas ce genre de conversation. Pas encore. Même si c'était elle, dit Clayton prudemment, c'était il y a 8 ans. Le délai de prescription ne s'applique pas au meurtre, vous le savez. Kane sortit un mandat de sa veste. Sceau fédéral, authentique, légal. Ceci dit que je suis autorisé à appréhender Grace Holloway par tous les moyens nécessaires. Ça dit que vous êtes obligé de m'aider. Clayton prit le mandat, lut chaque mot. C'était vrai. Tout ce que Kane disait était vrai. « Je vais enquêter, » dit finalement Clayton. « Faites ça, shérif, mais faites-le vite, parce que si vous ne l'arrêtez pas d'ici le coucher du soleil demain, je le ferai moi-même, et je me fiche qu'elle vienne tranquillement. » Kane toucha son chapeau, sortit. Clayton resta dans son bureau, le mandat à la main. Le poids de celui-ci semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Juste du papier, juste des mots. Mais des mots qui pouvaient détruire tout ce que Grace avait construit, tout ce dont ses 8 enfants dépendaient. La porte s'ouvrit à nouveau. Emma entra. Elle lui apportait parfois le déjeuner. Aujourd'hui, c'était du pain et du fromage enveloppés dans un tissu. « Cet homme était là, dit-elle, ce n'était pas une question. »« Oui. Il cherche Sœur Magdalena, n'est-ce que pas? » Clayton regarda sa fille. Elle était trop intelligente pour son propre bien. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? »« Parce que j'ai entendu Madame Henderson parler. Elle a dit qu'un chasseur de primes est venu en ville, a dit qu'il posait des questions sur la mission. » Clayton s'assit, soudainement fatigué. « Emma, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me dises la vérité. »« D'accord. Quand tu étais malade, quand Sœur Magdalena s'est occupée de toi, a-t-elle déjà dit quelque chose sur son passé, d'où elle venait? » Emma réfléchit. Elle m'a dit qu'elle avait perdu des gens, elle aussi, qu'elle comprenait ce que ça faisait d'avoir peur de mourir. Quoi d'autre? Elle a dit que la chose la plus difficile au monde est de se pardonner, que Dieu pourrait nous pardonner, mais que nous devons vivre avec ce que nous avons fait. Clayton ferma les yeux. Cela ressemblait à Grace, honnête même en mentant. « Papa, est-ce que Sœur Magdalena a des ennuis? » « Je ne sais pas, ma chérie. Elle m'a sauvé la vie. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » C'était la question, n'est-ce pas? Clayton regarda le mandat, le sceau fédéral, les mots qui disaient que Grace Holloway était une meurtrière, une femme recherchée, quelqu'un qui méritait de pendre. Puis il pensa à Emma, vivante parce que Grace était restée à son chevet, à 8 orphelins à la mission, et en sécurité parce que Grace leur avait donné un foyer, à une ville qui était meilleure parce qu'une femme avait décidé d'arrêter de fuir et de commencer à essayer.
Je ne sais pas, dit à nouveau Clayton, mais j'ai jusqu'au coucher du soleil demain pour trouver une solution. Emma partit. Clayton resta seul dans son bureau, le mandat sur son bureau, l'étoile sur sa poitrine. Les deux semblaient plus lourds que jamais. Dehors, le soleil montait plus haut. Redemption vaquait à ses occupations, ignorant que d'ici demain soir, tout pourrait changer, que la femme qui avait sauvé des enfants, frotté des sols et prétendu être une sainte, pourrait être emmenée enchaînée. Clayton ramassa ce mandat, le relut, cherchant une issue, une faille, n'importe quoi. Il n'y en avait pas. La loi était claire. Grace Holloway était recherchée, morte ou vive, et Clayton Harkness avait juré de faire respecter la loi. Mais alors qu'il était assis là, tenant ce mandat, Clayton réalisa quelque chose. Il avait passé 8 ans à croire que la loi et la justice étaient la même chose, que si l'on suivait les règles, on faisait ce qui était juste. Grace Holloway lui avait appris le contraire, lui avait montré que parfois la loi avait tort, que parfois faire ce qui est juste signifiait enfreindre les règles. La question était-il assez courageux pour le faire? Clayton ne le savait pas, mais il avait jusqu'à demain pour décider. Et quand ce soleil se coucherait, il devrait choisir la loi ou sa conscience, son devoir ou son cœur. Quoi qu'il en soit, quelqu'un allait souffrir. La seule question était de savoir qui. Le dimanche matin arriva trop vite. Grace se réveilla avant l'aube. Elle n'avait pas vraiment dormi. Juste allongée dans son lit étroit, à regarder les ombres bouger sur le plafond, écoutant les enfants respirer dans le dortoir au bout du couloir, mémorisant le son. Au cas où elle ne l'entendrait plus jamais, elle s'habilla dans le noir. L'habit semblait plus lourd que d'habitude, comme porter un mensonge que l'on pouvait toucher. Mais elle le mit quand même, une dernière fois. Un dernier jour de faux-semblant. La cloche de la mission sonna au lever du soleil, appelant les gens au jour de marché. Chaque dimanche, la ville se rassemblait sur la place. Les fermiers apportaient des légumes. Les éleveurs apportaient du bœuf. Les femmes vendaient du pain et des conserves. C'était en partie église, en partie commerce, en partie communauté. La chose qui maintenait Redemption unie. Grace marchait avec les enfants. Marie lui tenait la main. Tommy portait un panier d'œufs à vendre. Les autres bavardaient et riaient, excités pour la journée. Ils ne savaient pas. Grace ne leur avait pas dit. À quoi bon? Autant leur laisser un matin de paix de plus. La place de la ville se remplissait quand ils arrivèrent. Des tables installées en rangée. Les gens négociaient déjà les prix. Le père Santos se tenait près des marches de l'église, prêt à donner une bénédiction avant l'ouverture officielle du marché. Grace vit Clayton de l'autre côté de la place, debout avec Emma. Il croisa son regard. Détournant les yeux, elle comprit. Il avait fait son choix. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il essayait encore de trouver une issue qui n'existait pas. Puis elle vit Kane debout près du magasin général, observant, toujours observant. Sa main reposait sur sa ceinture. Pas menaçante, juste prête. Un homme qui savait que la violence pouvait survenir à tout moment et voulait être préparé. Le diacre Silas Crane se fraya un chemin à travers la foule. Crane était nouveau à Redemption. 5 ans peut-être. Il était arrivé avec une Bible et de l'ambition. Il s'était bâti une réputation sur des sermons bruyants et des interprétations plus strictes. Maintenant, il siégeait au conseil municipal, avait des parts dans 2 mines. Le genre d'homme qui utilisait Dieu pour obtenir ce qu'il voulait. Crane monta les marches de l'église, leva les mains pour attirer l'attention. La foule se tut. Le jour de marché commençait toujours par un mot de Crane. Les gens le toléraient. Ça ne voulait pas dire qu'ils aimaient ça. Frères et sœurs, commença Crane, sa voix roulant comme le tonnerre. Nous nous rassemblons sous le regard du Seigneur pour chercher la vérité. Et la vérité, comme notre Sauveur nous l'enseigne, nous libérera. Des murmures d'approbation. Grace resta immobile. Murray serra sa main. La fille sentait que quelque chose n'allait pas. Les enfants le sentent toujours. La voix de Crane baissa. Douce maintenant. Dangereuse. Mais que se passe-t-il quand le mensonge marche parmi nous? Quand le péché se déguise en vertu? Quand un loup s'habille de laine et garde le troupeau? La foule s'agita. Confuse, mal à l'aise, Crane pointa directement Grace. Sœur Magdalena, voudriez-vous répondre à ces accusations? Toutes les têtes se tournèrent. Grace sentit leur regard, sentit le poids de 6 ans s'effondrer. Elle pouvait fuir, se retourner et s'enfuir.
prendre les enfants et disparaître avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Mais elle ne le fit pas. Elle avait fui pendant 6 ans. Elle en avait fini de fuir. Grace s'avança, rejeta son voile pour qu'il puisse voir son visage. Chaque cicatrice, chaque ligne dure, chaque année de violence et de deuil inscrite sur sa peau. « Je n'ai pas de compte à vous rendre, diacre, dit-elle. Sa voix était calme mais claire. Je rends des comptes à Dieu, et mes affaires avec lui sont les miennes. Vos affaires affectent toute cette ville, rétorqua Crane. Ces enfants, comment pouvons-nous confier leurs âmes à une femme qui a du sang sur les mains? La foule haleta, chuchota. Grace entendit son nom, son vrai nom. Grace Holloway. Quelqu'un leur avait dit, ou ils l'avaient su depuis le début et avaient fait semblant de ne pas le savoir. Le même sang qui est sur les vôtres, dit Grace. Les chuchotements cessèrent. Tout le monde regardait Crane maintenant. Je sais ce que vous voulez, Silas. Vous voulez la terre de la mission. Vous avez trouvé de l'argent dans le ruisseau, n'est-ce pas? Et vous avez besoin que je parte pour pouvoir la réclamer. Le visage de Crane devint rouge. C'est absurde. J'essaie de protéger cette ville d'une meurtrière. Je suis une meurtrière, dit Grace. Les mots semblaient étranges. Vrai. Comme une confession sans le réconfort du pardon. J'ai tué 12 hommes. Je ne le nierai pas. Mais je reconnais la cupidité quand je la vois. Et vous vous y noyez. Kane s'avança. Assez de paroles. Sa voix trancha le bruit. Shérif, allez-vous faire votre travail ou dois-je le faire? Clayton se fraya un chemin à travers la foule. Son visage était pâle, la mâchoire serrée. Il regarda Grace. Emma, le mandat dans sa poche. Je vais le faire, dit Clayton doucement. Il sortit des menottes. Sœur Magdalena, je vous place en état d'arrestation pour le meurtre de 12 hommes. Veuillez me suivre. Emma attrapa le bras de son père. Papa, non, elle m'a sauvé. Je sais, ma chérie. La voix de Clayton se brisa. Je sais. Grace s'agenouilla devant les enfants, tous les 8, rassemblés autour d'elle maintenant. Marie pleurait. Tommy avait l'air en colère. Les autres étaient juste confus. Soyez sages, murmura Grace. Souvenez-vous de ce que je vous ai appris. Sur le paradis, sur les âmes brisées. Où est-ce qu'il t'emmène? Sanglota Marie. Juste pour un petit moment, ma chérie. Mais souviens-toi, le paradis a de la place pour toutes sortes de gens, même les brisés comme moi. Grace se leva, tendit ses poignets à Clayton. Il commença à mettre les menottes, les mains tremblantes. Utilisez-les, dit Grace doucement, pour que ça ait l'air vrai. Il le fit. Le métal cliqua froidement autour de ses poignets. La foule regardait en silence. Le père Santos fit le signe de croix. Bénédiction ou prière, Grace ne pouvait le dire. Clayton l'emmena, descendant Main Street, passant devant les magasins et les saloons, passant devant des gens avec qui elle avait vécu pendant 6 ans. Certains avaient l'air tristes, certains avaient l'air soulagés. La plupart détournaient simplement le regard. Derrière eux, les pleurs de Marie flottaient dans l'air du matin. La voix de Tommy, en colère, criant quelque chose que Grace ne pouvait pas distinguer, et le sourire du diacre Crane, satisfait, comme s'il avait gagné. La cellule de la prison mesurait 8 pieds sur 6, un lit de camp, un seau, des barreaux qui avaient retenu des ivrognes et des voleurs, et une fois, un homme qui avait tué son frère pour une partie de cartes. Clayton retira les menottes dès qu'ils furent à l'intérieur, hors de vue. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit Grace, devant les enfants. Kane aurait fait pire. Au moins de cette façon, je peux contrôler la situation. » Grace s'assit sur le lit de camp. Le matelas était fin. De la paille en sortait. Elle avait dormi sur pire. Ses enfants ont besoin de protection. Quand je serai parti, Crane essaiera de prendre la terre. Je sais. Promettez-moi que vous l'arrêterez. Clayton agrippa les barreaux. Je le promets. Ils restèrent assis en silence, juste le bruit du vent dehors, le cri lointain de quelqu'un dans la rue. Une journée normale à Redemption. Sauf que plus rien n'était normal. Les Marshals fédéraux sont à 3 jours d'ici, dit finalement Clayton. Kane a un ordre de transfert. Il prévoit de vous emmener à Silver City demain, pour y retrouver le Marshal. Allez-vous le laisser faire? C'est légal. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Clayton la regarda, fatigué,
vieux, comme s'il avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Que voulez-vous que je dise, Grace? Que je vais vous faire évader? Devenir un hors-la-loi? Jeter tout ce que j'ai construit ici? Non, je veux que vous fassiez ce qui est juste, quoi que ce soit. Le juste ne semble plus très clair. Ça ne l'est jamais. C'est comme ça qu'on sait que c'est important. Des pas s'approchèrent. Cain apparut, tenant un plateau, haricots et pain de maïs. L'heure du dîner, dit-il joyeusement. Shérif, vous pouvez partir. Je m'assurerai que la prisonnière est à l'aise. Je ne vais nulle part, dit Clayton. Cain haussa les épaules. Fit glisser le plateau par la fente des barreaux. Comme vous voulez. Il tira une chaise, s'assit à califourchon dessus, les bras croisés sur le dossier. Vous savez, il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi la mission? Pourquoi le voile? Vous auriez pu aller au Mexique. Vous auriez pu changer de nom et disparaître à San Francisco ou à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi rendre les choses si faciles pour vous trouver? Grace ne toucha pas à la nourriture. Je n'essayais pas de me cacher. J'essayais de changer. Et ça a marché? Demandez-moi dans 20 ans si je suis encore en vie. Vous ne le saurez pas. Ils vous pendront à Sainte-Fe. Peut-être à Albuquerque. Ça dépendra du territoire qui vous attrapera en premier. Grace sourit, un sourire fin, amer. Au moins, j'aurais essayé. Cain se pencha en avant. Voilà le truc. Je suis assez curieux pour demander au juge de reporter. De vous laisser raconter votre histoire. Toute l'histoire. Toute la sanglante histoire. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que les histoires comme la vôtre valent de l'argent. Je vous vends à un romancier à 10 sous. On pourrait tous les deux en profiter. La nonne qui a tué 12 hommes, ça sonne bien. Allez au diable. Éventuellement. Mais d'abord, je vais à Silver City. Il se leva, toucha son chapeau, partit. Clayton resta près des barreaux. Il apprécie ça. La plupart des hommes comme lui apprécient. Vous pourriez le tuer. Je pourrais dire qu'il a tiré le premier. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Pourquoi pas? Parce qu'alors je serais exactement ce que Crane dit que je suis, une tueuse qui a sa place dans une cage. Au moins, de cette façon, j'ai choisi d'arrêter. La nuit tomba. Clayton partit voir Emma, dit à Grace qu'il reviendrait le matin. Elle s'allongea sur le lit de camp, fixa le plafond, pensa aux enfants, à la question de Marie, au paradis et aux âmes brisées. Et si tout cela était vrai? Des pas. Minuit. Trop lourd pour être ceux de Clayton. Le diacre Silas Crane se tenait devant la cellule, tenant une flasque, ivre ou presque. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-il. Je n'arrêtais pas de penser à vous ici, à la justice. » Grace ne dit rien. Crane bat une gorgée. « Vous savez ce qui est drôle? J'ai presque cru en vous. Le numéro de la nonne, la piété, les enfants. Vous êtes doué, je vous l'accorde. Que voulez-vous, Silas? Je veux que vous compreniez quelque chose. » Il s'approcha. « Demain, vous partez avec Cain. Il vous emmène à Silver City. Le marshal vous pend et je prends la terre de la mission. L'argent vaut peut-être 50 000, peut-être plus. Et les enfants? Le diocèse les enverra à Santa Fe ou à Denver, quelque part avec une supervision appropriée. Ce n'est plus votre problème. » Grace se leva, s'approcha des barreaux, le regarda dans les yeux. « Vous pensez que j'ai peur de mourir? Je suis morte depuis 8 ans. J'attends juste que le corps suive. » Le sourire de Crane s'élargit. Des paroles dures, des paroles vraies. Mais voilà ce qui va se passer, Silas. Vous allez laisser ces enfants tranquilles. Vous allez renoncer à cette idée. Parce que si vous ne le faites pas, si j'entends, même en prison, que vous avez touché à ce dont ils ont besoin, je trouverai un moyen de sortir et je viendrai vous chercher. Crane rit. Vous serez morte. Peut-être. Mais pouvez-vous vivre avec ce peut-être? Pouvez-vous dormir en sachant que Grace Holloway pourrait un jour frapper à votre porte? Le rire s'éteignit. Crane la fixa. Pour la première fois, il vit au-delà du voile ce qui vivait en dessous. La femme qui avait tué 12 hommes et avait bien dormi après. « Vous êtes folle, murmura-t-il. « Non, juste fatigué des hommes comme vous. » Crane partit vite, sans regarder en arrière. Grace se rassit, sourit dans le noir. Elle avait gagné quelque chose de petit. Pas la liberté, pas la sécurité, juste la peur. La certitude que Silas Crane y réfléchirait à 2 fois avant de faire du mal à ses enfants.
Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Clayton arriva à l'aube, apporta du café, fort et amer. Grace le but lentement, le savoura. Kane prépare son cheval, dit Clayton. Vous partirez dans 1 heure. Grace hocha la tête. J'ai trouvé quelque chose la nuit dernière dans les registres du comté. L'acte de propriété de la terre de la mission. Il sortit un papier, le lui montra. Grace le regarda. Le nom de son père, John Holloway. La ferme. La propriété que sa famille avait travaillée, que la banque avait saisie après la sécheresse. Cette terre. La voix de Clayton était douce. C'était la ferme de votre famille, saisie après leur mort. Elle a fini par appartenir au diocèse. Ils ont construit la mission dessus. Grace fixa le papier, la signature de son père, écrite il y a 30 ans, quand il avait acheté la terre, quand tout était bon, plein d'espoir et entier. J'ai vécu sur ma propre tombe, murmura-t-elle. Vous ne le saviez pas? Non, je ne l'ai jamais su. Clayton plia le papier, le rangea. Crane a essayé de la réclamer en falsifiant des documents, des sociétés écrans. Si je peux le prouver, je peux le faire enfermer. Mais vous avez besoin de moi vivante pour témoigner. Oui. Grace le regarda, son visage fatigué, l'étoile sur sa poitrine qu'il portait comme un poids. Vous allez me laisser partir, n'est-ce pas? Clayton sortit une clé, déverrouilla la porte de la cellule, l'ouvrit en grand. Il est temps de partir. Clayton, non, écoutez-moi. Il fouilla dans son bureau, sortit le Colt enveloppé de toile cirée. J'ai trouvé ça sous l'autel la nuit dernière, et il y a un cheval derrière l'église, scellé, des provisions dans les sacoches. Vous allez tout perdre. Peut-être, mais Emma parle encore de vous. Parce que ces orphelins ont besoin de quelqu'un qui se battra pour eux. Parce que Crane doit répondre de ce qu'il a fait. Il lui mit l'arme dans les mains. Et parce que j'ai passé 2 ans à vous regarder essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Peut-être qu'il est temps que je fasse de même. Votre travail, la loi. Au diable, la loi. Clayton la poussa vers la porte de derrière. Allez, maintenant, direction l'ouest, le camp de Jacob Weaver, à 20 miles d'ici. Un ruisseau avec 3 peupliers. Il vous aidera. Des bottes sur le porche, Kane arrive. Grace sortit en courant par l'arrière, à travers la ruelle. Son habit s'accrocha à une clôture. Elle le déchira, le raccourcit, continua de courir. Derrière elle, le cri de Kane déchira le matin. Harkness, où diable est-elle? Un coup de feu, un avertissement. Pas avisé. Grace atteignit l'église. Le cheval était là. Une jument grise, forte, prête. Elle monta, talonna fort. La mission défila. Sombre. Tout le monde dormait encore. Grace voulut s'arrêter, voulut voir les enfants une dernière fois. Mais Clayton lui avait donné des minutes, pas des heures. Elle chevaucha vers l'ouest, vers le soleil levant, vers le désert ouvert, vers le camp de Jacob, vers ce qui allait suivre. Libre pour l'instant. Clayton se tenait au milieu de Main Street, la main près de son arme, face à Virgil Kane. Derrière Kane, la moitié de la ville s'était rassemblée, y compris le diacre Crane, le visage rouge de fureur. « Vous l'avez laissé partir, » dit Kane, la voix plate, dangereuse. « J'ai fait une erreur. La cellule n'était pas bien fermée. Elle est probablement à mi-chemin du Mexique maintenant. » Foutaise. La main de Kane tomba sur son arme. « Vous allez me dire où elle est allée, où je vais vous mettre dans cette cellule et aller la trouver moi-même. Si vous sortez cette arme, vous mourrez dans cette rue. Vous aussi. » Ils se tenaient à 10 pieds de l'un de l'autre, figés. La ville retenait son souffle. 2 hommes, 2 armes. L'un d'eux ne s'en sortirait pas. Crane s'avança. « Shérif, arrêtez cet homme, il a laissé une tueuse s'échapper. » « La ferme, Silas, » dit Clayton, sans quitter Kane des yeux. « Je ne le ferai pas. Vous avez trahi cette ville, trahi la loi. La loi n'a pas toujours raison, et vous en êtes la preuve. » Crane bafouilla. « De quoi parlez-vous? » La terre de la mission, les actes falsifiés, la société écran. J'ai tout trouvé la nuit dernière. Clayton regarda enfin Crane. Vous avez volé le diocèse prévoyant de vendre à des intérêts miniers. C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve. J'ai des documents, j'ai le témoignage du greffier du comté et j'ai la déclaration sous serment de Grace Holloway sur votre visite à sa cellule la nuit dernière, celle où vous avez essayé d'extorquer une confession. Le visage de Crane devint blanc. Kane rit,
Un rire court et amer. Eh bien, merde! On dirait que cette ville a de plus gros problèmes qu'une tueuse en fuite. Vous allez toujours la poursuivre? Demanda Clayton. Et comment? 2 000 $. Alors vous le ferez sans mon aide. Et si vous revenez par Redemption, vous feriez mieux de continuer votre chemin. Parce que si je vous revois, nous finirons cette conversation à coupe de balle. Kane le fixa, mesurant, calculant, puis hocha la tête. C'est votre choix, shérif. Il monta sur son cheval, mais quand je la ramènerai enchaînée, souvenez-vous, vous auriez pu faire ça facilement. Il partit vers l'ouest, suivant la piste de Grace. La poussière de son passage flottait dans l'air du matin comme de la fumée. Clayton se tourna vers Crane. Silas Crane, je vous place en état d'arrestation pour fraude, vol et complot en vue de frauder le diocèse catholique. C'est insensé. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Je peux et je le ferai. Maintenant, venez tranquillement ou j'ajouterai la résistance à l'arrestation aux charges. Crane regarda autour de lui. La foule, le père Santos, les gens à qui il avait prêché pendant 5 ans. Personne ne bougea pour l'aider. Clayton le menotta, le conduisit à la prison, le mit dans la même cellule que Grace avait occupée 1 heure auparavant. « Mes avocats me feront sortir d'ici demain, » dit Crane. « Peut-être, mais Grace sera loin d'ici là. » Emma arriva en courant. « Papa, est-elle en sécurité? »« Je ne sais pas, ma chérie. Je l'espère. »« Qu'as-tu fait? » Clayton regarda sa fille, son visage inquiet, la vie qu'il avait construite ici, tout ce qu'il pourrait perdre. Quelque chose que ta mère aurait voulu, je pense. 3 jours, Grace chevaucha à travers l'enfer, vers l'ouest à travers un désert qui essayait de la tuer, à travers des arroyos et des litres de ruisseaux asséchés, à travers un pays si vide qu'on se serait cru au bout du monde. Le cheval était bon, fort, mais même les bons chevaux ont besoin de repos. Le 3e après-midi, Grace les vit enfin. 3 peupliers au bord d'un lit de ruisseau, le camp de Jacob. Presque arrivé, presque en sécurité. Le coup de feu vint de derrière un affleurement rocheux. Pas sur elle, sur le sol à 10 pieds de devant. La jument se cabra. Grace lutta pour la contrôler. Elle se retourna. Kane était assis sur son cheval à 50 yards, le fusil levé. « Fin de la ligne, sœur » cria-t-il. La main de Grace alla à sa sacoche. Le Colt était là, chargé, prêt. Mais Kane avait un fusil longue portée en hauteur. Elle était à découvert. « Vous êtes un salaud persistant » cria-t-elle en retour. « C'est un gagne-pain. » Kane descendit de cheval, commença à marcher vers elle, le fusil pointé. « Descendez de cheval, lentement. » Grace descendit, garda ses mains visibles, son esprit tournait à toute vitesse. 50 yards, trop loin pour le Colt. Mais si elle pouvait le faire approcher. « Poussez la sacoche du pied » ordonna Kane. Grace la poussa. Elle atterrit à 5 pieds, l'arme à l'intérieur. Malin. Maintenant, retournez-vous, les mains derrière le dos. Pour que vous puissiez me tirer dans le dos. Non, merci. C'est votre choix, le dos ou le devant. Vous venez avec moi, de préférence vivante, mais je suis flexible. 40 yards maintenant. Les yeux de Grace balayèrent le paysage, des rochers, des broussailles, le lit du ruisseau à 10 yards à sa gauche, plus profond là, une couverture. « Vous savez ce qui est drôle? » dit Grace pour gagner du temps. « Je pensais vraiment que j'en avais fini. Je pensais que je pouvais juste arrêter, être quelqu'un d'autre. » 30 yards. « Ça ne marche pas comme ça, » dit Kane. « On ne peut pas fuir ce qu'on est. » « Non, je suppose que non. » Grace plongea à gauche. Kane tira. La balle souleva de la poussière là où elle se tenait. Elle roula, se releva en courant vers le lit du ruisseau. Un autre coup, celui-ci plus proche. Il frappa un rocher à côté de sa tête. Des fragments lui piquèrent le visage. Grace atteignit le lit du ruisseau, profond de 3 pieds, des rochers et des arbres morts. Elle se glissa derrière un rocher juste au moment où une autre balle s'écrasa sur la pierre au-dessus d'elle. « Vous ne faites que rendre les choses plus difficiles » cria Kane. Grace rampa dans le ruisseau. La sacoche était derrière elle, impossible à atteindre, mais devant, à 30 pieds, les peupliers, le camp de Jacob. Si elle pouvait y arriver, si Jacob était là, si, trop de si. Kane apparut au bord du lit du ruisseau, regarda en bas, la vit, leva le fusil. Grace attrapa une pierre, la lança fort. Elle frappa le fusil de Kane,
Pas assez fort pour le lui faire lâcher, mais assez pour gâcher sa visée. Le coup partit à côté. Elle courut. Derrière elle, Kane jura, sauta dans le lit du ruisseau. Ses bottes éclaboussèrent l'eau. Les poumons de Grace brûlaient, ses jambes criaient. L'habit s'emmêlait autour de ses chevilles. Elle le déchira, le raccourcit, continua de courir. Les peupliers étaient proches maintenant. 20 pieds, 15. Elle pouvait voir le camp de Jacob, son chariot, son feu de camp, mais pas de Jacob. Elle était seule. Les bottes de Cain éclaboussaient derrière elle. Proche, trop proche. Grace tourna, attrapa une branche morte du lit du ruisseau, la brandit comme une massue. Cain bloqua avec son fusil, lui arracha la branche des mains, la poussa en arrière. Elle tomba, heurta l'eau durement, haleta. Cain se tenait au-dessus d'elle, respirant fort, le fusil pointé sur sa poitrine. Il arma le chien. Assez, haleta-t-il. Plus de fuite, plus de ruse. Grace se redressa, s'assit dans l'eau peu profonde, leva les yeux vers lui et sourit. « Commencez à prier, sœur, dit Cain. La main de Grace était derrière elle, cachée dans l'eau. Ses doigts s'enroulèrent autour de quelque chose de métallique, froid. Un vieux piège, rouillé, laissé dans le ruisseau par un trappeur des années auparavant. Son sourire s'élargit. « Je ne prie pas pour les morts, dit-elle. Elle lança le piège vers le haut, fort, vite. Les mâchoires de fer attrapèrent le canon du fusil de Cain, le firent dévier. L'arme tira en l'air. Cain trébucha, essaya de libérer le fusil. Grace se jeta en avant, lui enfonça l'épaule dans le genou. Il tomba lourdement. Le fusil vola de ses mains, atterrit dans l'eau à 10 pieds. Tous deux se précipitèrent pour le récupérer. Cain était plus rapide, plus grand, plus furtif. Sa main se referma sur la crosse. Grace attrapa une pierre, l'abattit sur son poignet, entendit un os craquer. Cain hurla, lâcha le fusil. Grace le saisit, roula sur le côté, se mit à genoux, actionna le verrou, chambra une balle. Cain cherchait son pistolet avec sa main valide, l'arme à moitié sortie de l'étui. Grace appuya sur la gâchette. Clic, vide. Cain sourit à travers la douleur. Sortit son pistolet. Grace lui lança le fusil au visage, recula en rampant vers son cheval, vers la sacoche, vers le col. Cain tira. La balle l'atteignit à l'épaule gauche, la fit tournoyer. Elle heurta le sol. Une agonie explosa dans son bras, mais sa main droite était encore valide, cherchant toujours. La sacoche était à 5 pieds, autant dire 1 mile. Cain se leva, marcha vers elle, le pistolet levé. Vous auriez dû venir tranquillement. Les doigts de Grace se fermèrent sur le tissu, le sac. Elle le tira vers elle. Cain visa sa tête. Grace sortit le Colt Navy de 1851 du sac, roula sur le dos, arma le chien. Cain tira. La balle souleva de la terre à côté de son visage. Grace riposta, 1, 2, 3 fois. Le premier coup atteignit Cain à la poitrine, côté droit, le poumon. Le deuxième à l'estomac, le troisième à la gorge. Il chancela, laissa tomber son arme. Ses mains allèrent à son cou. Le sang coulait entre ses doigts. Il essaya de parler, ne put pas, fit juste un gargouillement humide. Il tomba à genoux, puis en avant, le visage dans le ruisseau, ne bougea plus après ça. Grace gisait dans la poussière, saignant, respirant fort. Le ciel au-dessus était bleu et infini, la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Elle avait tué son 13e homme. Le Colt glissa de ses doigts, sa vision se brouilla. La douleur dans son épaule devint lointaine, chaude. Elle pensa aux enfants, à Clayton, à toutes les choses qu'elle avait essayé d'être et à toutes les choses qu'elle avait été. Et quelque part au loin, elle entendit le grincement des roues d'un chariot. Jacob arrivait. Grace se réveilla avec des mains rudes sur son épaule et le goût du cuivre dans sa bouche. « Doucement, dit une voix familière, vieille. Ne bougez pas. La balle s'est passée à travers, mais vous avez perdu beaucoup de sang. » Elle essaya de faire le point, vit du bois usé au-dessus d'elle, sentit le café et la fumée de bois, sentit de la toile sous son dos. Un chariot. Le visage de Jacob Weaver apparut, ridé et hâlé, des yeux bienveillants dans un visage dur. « Vous m'avez trouvé, murmura-t-elle. Difficile de manquer les coupes de feu. Je les suis depuis 1 heure. » Il lui tendit une gourde. « Buvez. » Elle but. L'eau n'avait jamais eu aussi bon goût. « Où suis-je? » « Dans mon camp.
Je vous ai traîné ici depuis le ruisseau, vous et ce chasseur de primes morts. Grace essaya de s'asseoir. La douleur lui traversa l'épaule. Jacob la repoussa, doucement mais fermement. Vous êtes inconsciente depuis 2 jours. La fièvre est venue et repartie. J'ai cru vous perdre 2 fois. Combien de temps? 2 jours, comme je l'ai dit. Vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. Grace se rallongea, fixa la toile du chariot, essaya de se souvenir du combat, des tirs, de Kane tombant. Il est mort. Très. Je l'ai enterré hier. Il ne me semblait pas juste de le laisser au vautour, même s'il essayait de vous tuer. Merci de m'avoir aidé. Jacob versa du café, lui apporta une tasse en fer blanc. Je n'avais pas vraiment le choix. Vous laissez là, vous mourriez, et ces enfants à la mission vous aiment bien. Ça ne m'aurait pas semblé juste de vous laisser vous vider de votre sang. Grace réussit à s'asseoir cette fois. Tout faisait mal, mais elle avait déjà eu mal, elle aurait encore mal. Vous ne me connaissez pas. J'en sais assez. Je vous ai vu en ville, apportant des provisions à la mission. La façon dont vous êtes avec ces enfants, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Il lui tendit le café. Elle le prit avec sa main valide. Le bras gauche était bandé, serré, immobile, le serait pendant des semaines. Qui était-il? Demanda Jacob, assis près de son feu. L'homme que vous avez tué. Un chasseur de primes, Virgil Kane. Il me voulait pour meurtre. L'avez-vous fait? Grace regarda le vieux prospecteur, son visage usé et ses yeux patients. Pas de jugement là, juste de la curiosité. Oui. Pourquoi? Ils ont tué ma famille tous. J'avais 17 ans. Ça m'a pris 6 ans pour tous les retrouver. J'ai tué 12 hommes. Jacob se versa du café, prit son temps. Puis vous avez fui. Essayez de devenir quelqu'un d'autre, le truc de la nonne. Ça a marché? Grace y réfléchit. 6 ans de faux semblants, 6 ans à essayer de laver le sang avec de l'eau bénite. Non, je ne pense pas. Qu'allez-vous faire maintenant? Je ne peux pas y retourner. Il y aura d'autres chasseurs, d'autres mandats. Alors vous fuyez à nouveau? Grace regarda son café, la façon dont la lumière du matin attrapait la vapeur. Je suppose. Jacob fixa son feu, silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était calme. J'avais une fille autrefois, Sarah, morte à 17 ans, le même âge que vous quand votre famille a brûlé. Je suis désolé. Un conflit minier, des rivaux qui voulaient s'approprier notre concession. Elle a été prise dans les tirs. Il sortit une photographie, vieille, délavée, les bords usés d'avoir été trop touchés. Une jeune fille, cheveux noirs, sourire bienveillant. J'ai chassé les hommes qui ont fait ça. 6 d'entre eux. J'en ai tué 3 avant de réaliser ce que je devenais. Il rangea la photo. Alors j'ai arrêté. J'ai laissé les autres partir. J'ai vécu avec ce choix pendant 20 ans. Grace ne dit rien, écouta simplement. Parfois, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Quand je vous ai vu dans ce ruisseau, continua Jacob, vous vidant de votre sang, luttant pour votre vie, je l'ai vue, elle, et j'ai pensé que je pourrais peut-être sauver une fille, même si ce n'est pas la mienne. Les yeux de Grace s'embuèrent. Je ne suis pas votre fille. Non, mais vous pourriez être la raison pour quelqu'un de continuer à essayer. Ces enfants ont besoin de vous. Ce shérif a tout risqué pour vous laisser partir. Ce serait dommage de gâcher ça en fuyant à nouveau. Ils me pendront si j'y retourne. Peut-être, peut-être pas. Grace but son café, sentit la chaleur se répandre en elle. Dehors, le désert s'étendait à l'infini. Vide, magnifique, impitoyable, comme le choix qui l'attendait. Fuir ou rester, se cacher ou se battre. L'ancienne Grace aurait fui sans réfléchir. Mais l'ancienne Grace était morte depuis un certain temps déjà. Combien de temps avant que je puisse monter à cheval? Demanda-t-elle. Quelques semaines. Cette épaule a besoin de temps. Alors je resterai pour l'instant. Jacob sourit. Bien, vous pouvez m'aider avec la mule. Salvation et revêche ces derniers temps. Une touche féminine lui ferait du bien. Les jours se transformèrent en semaines. Grace guérit lentement. Son épaule lui faisait mal quand il pleuvait. Elle lui ferait probablement mal pour le reste de sa vie. Un rappel, comme si elle en avait besoin. Jacob lui apprit des choses. Comment vivre en tant que femme recherchée? Comment se déplacer à travers les territoires sans être vue? Comment lire les gens? Comment savoir quand se battre et quand disparaître?
On ne peut pas cacher qui on est, dit-il un soir. Ils étaient assis près du feu. Les étoiles brillaient au-dessus. Alors assumez-le. Faites en sorte qu'ils aient plus peur de la vérité que du mensonge. Je me suis caché pendant 6 ans. Et comment ça a marché? Grace rit amèrement. Ça m'a valu une balle. Exactement. Alors arrêtez de vous cacher. Soyez Grace Holloway. Laissez-les gérer ça. Elle s'entraîna à tirer de la main gauche. Le Colt semblait étrange dans sa main faible. Mais elle se força à apprendre, à s'adapter. Une compétence de survie de son ancienne vie. 1 mois devint 2, puis 3. Grace travailla au camp de Jacob, aida avec les provisions, se rendit dans les colonies minières voisines, apporta de la nourriture aux veuves, des médicaments aux enfants malades. De petites choses, des choses tranquilles, le genre de travail qui n'avait pas besoin d'un voile. La nouvelle se répandit. La femme du camp de Jacob, celle qui aidait, qui ne posait pas de questions, qui comprenait la perte parce qu'elle l'avait vécue. Certaines personnes savaient qui elle était. Grace pouvait le dire, voyait la reconnaissance dans leurs yeux, mais ils ne la dénonçaient pas, ne la signalaient pas, hochaient simplement la tête en remerciement et continuaient leur vie. Peut-être que c'était sa propre forme de rédemption. Pas le pardon, juste l'acceptation. La connaissance que les gens étaient compliqués, que le bien et le mal vivaient dans le même cœur. 6 mois après le combat avec Cain, une lettre arriva, livrée par un marchand ambulant. Pas d'adresse de retour. Mais Grace reconnut l'écriture, celle de Clayton. Elle l'ouvrit près du feu. Jacob regardait, ne demandait rien. Juste là, la lettre était courte, le style de Clayton, direct, honnête. Grace, le procès de Crane a été retardé. Ses avocats sont bons. Ils contestent chaque accusation. Sans vous, je n'ai pas assez pour le faire condamner. Les enfants ont du mal. 2 des sœurs aînées sont décédées. Les nouvelles ne craignent pas de lien comme vous le faisiez. Marie vous écrit. J'ai joint ces lettres. Elle ne sait pas si vous êtes en vie. Aucun d'eux ne le sait, mais ils espèrent. J'ai brûlé 14 autres mandats. Un est arrivé la semaine dernière. Du Texas. 3 000 $ maintenant. Vous devenez cher. La ville est divisée. Certains veulent votre retour. Certains veulent vous voir pendu. La plupart veulent juste que les choses redeviennent normales. Quoi que cela signifie. Je ne vous dirai pas quoi faire. Vous avez gagné le droit de choisir. Mais ces enfants ont besoin de vous. Et Crane doit répondre de ses crimes. Pensez-y. Clayton. Étaient jointes des lettres. Une écriture d'enfant, soignée et sincère. Chère mademoiselle Grace, Tommy dit que vous ne reviendrez jamais. Je lui ai dit que vous aviez promis. Avez-vous promis? Sœur Catherine est gentille, mais elle ne raconte pas d'histoire comme vous. S'il vous plaît, revenez. Avec amour, Mary. Une autre lettre, plus récente. Chère Grace, j'ai 9 ans maintenant. Tommy dit que je devrais arrêter d'écrire, que vous êtes probablement morte, mais je ne le pense pas. Je pense que vous êtes quelque part. Courageuse comme vous nous l'avez appris. Êtes-vous courageuse? Je l'espère. Avec amour, Mary. Grace les lut 3 fois, sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Elle avait pensé que partir les protégerait, leur donnerait une chance de normalité. Mais les enfants ne fonctionnaient pas comme ça. Ils n'oubliaient pas, ne passaient pas à d'autres choses. Ils attendaient simplement. Vous y retournez, dit Jacob. Ce n'était pas une question. Je pense que je dois le faire. Ça pourrait vous faire tuer. Ça pourrait, probablement à la fin. Alors pourquoi? Grace regarda les lettres, l'écriture soignée de Marie, l'espoir écrit dans chaque mot. Parce que quelqu'un doit se battre pour eux, autant que ce soit moi. Jacob hocha la tête, comme s'il s'y attendait depuis le début. Quand? Quand je pourrai tirer droit? Quand je serai prête? Vous ne serez jamais prête. Pas pour ce qui arrive. Je sais, mais j'irai quand même. Ils restèrent assis en silence. Le feu crépitait. Quelque part, un coyote hurla. Le désert répondit avec le vent et les étoiles, et le genre de calme qui fait réfléchir. « Je viendrai avec vous, dit finalement Jacob. Vous aurez besoin d'un témoin, quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé avec Cain, quelqu'un qui peut témoigner que c'était de la légitime défense. Jacob, vous n'êtes pas obligé. Je sais, mais je le veux. Ça fait 20 ans que je n'ai pas eu de raison de me battre pour quelque chose. Ça fait du bien, c'est juste. » Grace tendit la main, lui serra la sienne.
Merci. Ne me remerciez pas encore. On pourrait finir tous les deux pendus. Au moins, on aura essayé. Jacob sourit. Au moins ça. 2 ans passèrent. Clayton brûla 47 mandats pendant ces 2 années. Les classa dans un tiroir. Tenu le compte. Comme compter le coût de faire ce qui est juste au lieu de ce qui est légal. Le procès de Crane traîna. Les avocats se trouvèrent des failles, retardèrent les audiences, déposèrent des requêtes. Le genre de guerre juridique que l'argent pouvait acheter. Les accusations tenaient. Mais sans le témoignage de Grace sur la terre de la mission, sans sa déclaration sous serment sur la tentative d'extorsion de Crane, ce n'était pas assez. Les enfants grandirent. Marie eut 9 ans, puis 10. Commença à aider avec les plus jeunes. Devint sérieuse, plus silencieuse, comme si quelque chose s'était éteint en elle quand Grace était partie. Tommy eut 15 ans, commença à travailler chez le forgeron. Apprenant un métier, devenant fort, il ne parlait plus de Grace, mais Clayton le voyait parfois, debout devant la mission, regardant vers l'ouest, attendant quelque chose qui pourrait ne jamais venir. Emma eut 16 ans, belle, intelligente, tout ce que sa mère avait été. Elle aidait Clayton au bureau, apprit la loi, comment classer les papiers, comment penser comme un homme de loi. « Tu devrais te présenter à la législature territoriale, dit-elle un jour. Tu es bon à ça. J'ai enfreint la loi, Emma. J'ai laissé une tueuse recherchée s'échapper. Tu as fait ce qui était juste. Il y a une différence. » Clayton regarda sa fille, sa certitude, sa jeunesse. Tout le monde ne le voit pas de cette façon. Alors tout le monde a tort. Si seulement c'était aussi simple. Redemption changea aussi, grandit un peu. De nouvelles familles arrivèrent. Les mines produisirent de l'argent. L'argent coula. Les choses s'améliorèrent. Ou devinrent différentes. Difficile de faire la différence parfois. Mais la mission lutta. Les nouvelles sœurs étaient gentilles, compétentes, mais elles n'étaient pas Grace. Les enfants le sentaient. La ville le sentait. Comme si quelque chose de vital avait été enlevé et que rien ne pouvait tout à fait combler l'espace. Le père Santos vieillit. Fatigué, il demandait parfois à Clayton. « Avez-vous eu de ces nouvelles? » « Non. »« Pensez-vous qu'elle est en vie? » »« Je l'espère. » Grace resta à l'écart, vivant tranquillement, aidant Jacob avec ses livraisons, apportant des médicaments au camp minier, de la nourriture aux veuves. Elle ne cachait plus son nom, ne prétendait plus être quelqu'un d'autre, juste travaillait, juste essayait, laissait les gens se faire leur propre jugement. Certains la rejetaient, certains l'accueillaient. La plupart se situaient entre les deux. C'était honnête, plus honnête que le voile ne l'avait jamais été. Elle pensait aux enfants tous les jours, aux lettres de Marie, à la promesse qu'elle avait faite et rompue, à y retourner. Mais chaque fois qu'elle y songeait, un autre mandat apparaissait. Un autre chasseur de primes passait en posant des questions. Et Grace se souvenait, retourner signifiait un procès, la prison, peut-être la pendaison. À quoi bon pour ses enfants? Puis un matin, 2 ans et 3 mois après avoir tué Virgil Kane, Jacob arriva au camp avec des nouvelles. Le procès de Crane est fixé. Date finale, dans 2 mois. Clayton dit que si vous ne témoignez pas, il s'en sortira. Grace préparait le petit déjeuner. Haricots et café. Nourriture simple pour une vie simple. Je sais. Vous comptez y aller? Je ne sais pas. Ses enfants attendent toujours. Je le sais aussi. Jacob s'assit, se versa du café. J'ai perdu ma fille parce que je n'étais pas là. J'étais parti travailler une concession. Je pensais que l'argent comptait plus que le temps. Quand je suis revenu, elle était déjà morte. Grace arrêta de remuer les haricots. Écouta. « Ne faites pas mon erreur, dit Jacob. Ne laissez pas la peur vous éloigner des gens qui ont besoin de vous, même si cela vous coûte tout. » Grace le regarda, son vieux visage, le regret qu'il portait comme des pierres. « Vous pensez que je devrais y retourner? Je pense que vous devriez arrêter de fuir, affronter ce qui vient. Gagner ou perdre, au moins vous saurez que vous avez essayé. » Cette nuit-là, Grace s'assit seule, réfléchissant. Les étoiles au-dessus étaient les mêmes étoiles qui brillaient sur Redemption, sur la mission, sur 8 enfants qui attendaient depuis 2 ans quelqu'un qui pourrait ne jamais revenir. Elle pensa à sa mère, à la promesse qu'elle avait faite et rompue. Ne deviens pas comme eux. Elle était devenue exactement comme eux. Une tueuse, une fugitive, quelqu'un qui prenait au monde plus qu'elle ne donnait. Mais peut-être que cela pouvait changer.
Peut-être que le fait d'essayer comptait, même si l'on échouait, surtout si l'on échouait. Grace prit sa décision. À l'aube, elle sella son cheval, emballa ses quelques affaires, le colt à sa ceinture. Plus question de le cacher. Elle était qui elle était. J'y retourne, dit-elle à Jacob. Je sais, j'ai fait mon pagotage hier soir. Vous n'étiez pas obligé de venir. Je sais, mais je viens quand même. Quelqu'un doit s'assurer que vous ne vous fassiez pas tirer dessus à nouveau. Ils chevauchèrent vers l'Est, vers Redemption, vers les enfants, vers un procès qui pourrait se terminer avec Grace enchaînée, ou pire. Mais Grace ne fuyait plus. Elle chevauchait vers son destin, la tête haute, les yeux ouverts, prête à tout ce qui viendrait. Il fallut 5 jours pour traverser le désert, 5 jours de réflexion, de planification, de préparation pour la suite. Le matin du 6e jour, ils la virent, Redemption, s'élevant du désert comme elle l'avait toujours fait, inchangée, attendant. Grace retint son cheval, regarda la ville, les murs blancs de la mission, le clocher où elle avait l'habitude d'étendre le linge, la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Prête? Demanda Jacob. Non, mais j'y vais quand même. Ils descendirent la pente vers la ville, vers ce qui les attendait. Grace entra dans Redemption par un froid matin de novembre. Pas de fanfare, pas d'annonce, juste une femme à cheval portant des vêtements d'homme, le chapeau bas, l'arme à la hanche. Jacob suivait dans son chariot, chargé de provisions, comme s'il ne faisait que passer juste un autre jour. Mais rien dans tout cela n'était juste un autre jour. La mission apparut en premier, mais Grace guida son cheval vers elle. Son cœur battait la chamade. 2 ans d'absence. Et s'il l'avait oublié? Et s'il ne voulait pas d'elle? Les enfants étaient dans la cour. Grace pouvait les voir, plus grandes maintenant, plus âgées. Mary étendait le linge. Tommy coupait du bois. Les autres étaient dispersés, faisant des corvées, vivant leur vie. Grace descendit de cheval, l'attacha, se tint à la porte, incertaine pour la première fois depuis des mois. Puis Mary leva les yeux, laissa tomber le drap mouillé, fixa. Grace. Sa voix était petite, incrédule. Grace hocha la tête, incapable de parler, la gorge nouée. Mary cria « Grace! C'est Grace! Elle est de retour! » Les 8 enfants accoururent, se déversèrent par la porte comme une inondation, l'entourèrent, pleurant, riant, parlant tous en même temps. Grace s'agenouilla, les laissa l'assaillir, les serra fort, les bras de Mary autour de son cou, Tommy essayant de ne pas pleurer, mais échouant. Les plus jeunes, juste heureux sans bien comprendre pourquoi. « Tu es revenu, murmura Mary. « Tu es revenu. Je l'avais promis, n'est-ce pas? Tommy disait que tu étais morte. »« Pas encore, ma chérie, pas encore. » Les gens s'arrêtèrent dans la rue, fixèrent. Les nouvelles se répandaient vite dans les petites villes. En quelques minutes, la moitié de Redemption le savait. Grace Holloway était de retour. Certains visages montraient du soulagement, d'autres de la colère, la plupart juste de la confusion. La femme recherchée marchant librement, avec audace. Clayton apparut, descendant Main Street. Il s'arrêta quand il la vit. Leurs regards se croisèrent à distance. Grace se leva, lui fit face, attendit. Clayton traversa la rue, s'arrêta à quelques pieds, la regarda, les enfants accrochés à elle, Jacob derrière elle. Il hocha la tête une fois. Elle lui rendit son hochement de tête. Pas besoin de mots. Promesse tenue des 2 côtés. Le père Santos sortit de l'église, fit le signe de croix. Bénédiction ou protection, Grace ne pouvait le dire. Peut-être les 2. Sœur Catherine sortit de la mission, plus âgée, plus fatiguée que dans le souvenir de Grace. Grace Holloway, dit-elle, pas Sœur Magdalena. Grace, son vrai nom, Sœur Catherine. Vous n'auriez pas dû revenir. Je sais, mais je l'ai fait quand même. La vieille nonne regarda les enfants, leur joie, Mary s'accrochant à Grace comme si elle n'allait jamais la lâcher. Vous leur avez manqué. Ils m'ont manqué aussi. Il y a toujours des mandats. Je sais. Vous pourriez être pendu. Je le sais aussi. Sœur Catherine sourit presque. Têtue comme toujours. Oui, madame. Clayton s'approcha, parla doucement. Mon bureau, nous devons parler. Grace hocha la tête, se tourna vers les enfants. Je reviens, je le promets. Restez ici. Soyez sages. Mary attrapa sa main. Tu reviendras, vraiment? Vraiment.
Ils la laissèrent partir à contre-cœur, craignant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Grace marcha avec Clayton. Jacob suivit. Les trois se déplaçant dans la ville comme des fantômes. Les gens regardaient, certains hochaient la tête, d'autres se détournaient, la plupart fixaient simplement, incertains de la façon de réagir. Le bureau de Clayton était le même, bureau, dossier, cafetière, l'étoile en fer blanc sur sa poitrine captant la lumière de la fenêtre. Il versa du café, tendit des tasses à Grace et Jacob, s'assit derrière son bureau. 2 ans, dit-il. 2 ans, acquiesça Grace. J'ai brûlé 47 mandats. Merci. Le procès de Crane est dans 2 semaines, ici. Un juge de Sainte-Fe. Si vous témoignez, nous pouvons le faire condamner. Si vous ne le faites pas, il s'en sort. Je témoignerai. Ils vous arrêteront après, vous le savez. Je sais. Clayton la regarda. Vraiment. Vous avez changé. J'ai arrêté de faire semblant. Bien. Faire semblant ne vous a jamais convenu. Il sortit un dossier, des papiers, des preuves, tout ce qu'il avait accumulé contre Crane pendant 2 ans. Voici ce que nous avons. Des actes falsifiés, des témoignages, des registres financiers montrant l'argent passant des sociétés minières au compte de Crane. Mais sans votre déclaration sur la Terre, sur sa visite à votre cellule, ce n'est pas assez. Mais Grace prit le dossier, le parcourut, vit le nom de sa famille, la ferme Holloway, l'acte que son père avait signé il y a 30 ans, la terre qui avait été volée 2 fois. Je témoignerai, dit-elle à nouveau. Je leur dirai tout. Ils évoqueront votre passé, les 12 hommes, essaieront de vous discréditer. Qu'ils le fassent. Svan, j'ai tué ces hommes, je ne le nierai pas, je ne m'en excuserai pas non plus. Jacob parla pour la première fois. Je peux témoigner aussi sur Kane, la légitime défense. Elle n'avait pas le choix. Clayton hocha la tête. Ça aidera, mais Grace, vous devez comprendre, même si nous condamnons Crane, même si tout se passe bien, il y a toujours des mandats fédéraux. Je ne peux pas vous protéger éternellement. Je ne vous le demande pas, je vous demande juste de me laisser essayer. Essayer quoi? De réparer ça, de protéger ses enfants, d'être meilleur que je ne l'étais. Clayton se leva, se dirigea vers la fenêtre, regarda Redemption, la mission, la vie qu'ils avaient tous construite ici. Vous savez, la plupart de la ville s'est divisée. Environ la moitié veut vous voir pendu. Environ la moitié est juste reconnaissante que ses enfants aient quelqu'un qui se soucie d'eux. Le reste ne sait pas quoi penser. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous êtes courageuse ou folle, probablement les deux. Est-ce un compliment? C'est la vérité. Grace se leva, posa son café. Je devrais retourner auprès des enfants. Ils vont s'inquiéter. Grace, Clayton se retourna, la regarda. Merci d'être revenu. Ça n'aurait été plus facile de rester caché. Plus facile, pas mieux. Elle partit, Jacob suivit. Ils retournèrent à la mission en silence. La ville regardait, toujours regardant. Grace sentit leurs yeux, sentit leur jugement. Mais elle continua de marcher, la tête haute, ne se cachant plus. À la mission, les enfants attendaient. Ils l'assaillirent à nouveau, voulant tout savoir, où elle avait été, ce qu'elle avait fait, si elle restait. « Je reste, » dit Grace. « Pour l'instant, aussi longtemps qu'ils me le permettront. » Cette nuit-là, Grace se tenait dans son ancienne chambre. C'était la même, petite, simple, mais elle avait changé. Le voile était accroché à un crochet, poussiéreux, inutilisé depuis 2 ans. Grace le décrocha, le tint, se souvint de la femme qui l'avait porté, sœur Magdalena, le mensonge qu'il avait gardé en sécurité, le faux semblant qui lui avait permis de se cacher. Elle le plia soigneusement, le mit dans un tiroir, le ferma. Plus de voile, plus de cachette, juste Grace Holloway, imparfaite, recherchée, essayant. Marie apparut dans l'embrasure de la porte. « Grace, ça va? »« Oui, ma chérie. Je réfléchis, c'est tout. »« À quoi? »« Aux secondes chances, et si j'en mérite une. » Marie entra, s'assit sur le lit. « Penses-tu que oui? » Grace s'assit à côté d'elle. Il réfléchit. 2 ans de fuite, 6 ans de cachette, 12 hommes morts, une vie de choix. Je ne sais pas, mais je vais essayer de la mériter quand même. Je pense que tu l'as déjà fait. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu es revenu, même si c'est dangereux, même si tu aurais pu rester en sécurité.
Tu es revenu pour nous. La gorge de Grace se serra. Vous êtes la raison pour laquelle je suis revenu. Nous tous. Vous tous. Marie s'appuya contre elle, petite, chaude, confiante. Je suis contente que tu sois à la maison. Maison. Grace testa le mot. Il semblait étrange, plein d'espoir, terrifiant. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Dehors, la nuit du désert était froide. Les étoiles brillantes, les coyotes chantant, le même ciel qui avait vu Grace tuer 13 hommes, les mêmes étoiles qui avaient brillé sur les tombes de sa famille. Mais ce soir, pour la première fois en 2 ans, Grace ne fuyait pas, ne se cachait pas, juste assise avec un enfant qui l'aimait, dans une chambre qui ressemblait à une maison. Ce n'était pas la rédemption, pas encore, peut-être jamais, mais c'était un début. Et parfois, un début était tout ce qu'on avait. Demain, le procès se profilerait. Les mandats attendraient, la ville jugerait. Mais ce soir, Grace était à la maison et cela devait compter pour quelque chose. 2 semaines passèrent comme si l'on retenait son souffle. Grace travailla à la mission, enseigna aux enfants, lava les vêtements, prépara les repas, essaya de prétendre que tout était normal, mais ce n'était pas le cas. Tout le monde savait ce qui allait arriver. Le juge territorial arriva un mardi. Le juge Samuel Harrow, vieux, sévère, juste, disait-on, il avait présidé des litiges de concessions et des procès pour meurtre, connaissait la justice de la frontière, la différence entre la loi et la vengeance. Le procès eut lieu dans l'église, le plus grand bâtiment de la ville, les bancs bondés de gens venus de 3 comtés. Tout le monde voulait voir la nonne qui n'était pas une nonne, le prédicateur qui n'était pas un prédicateur, la vérité et les mensonges s'entrechoquant dans une petite ville du désert. Crane était assis à la table des accusés, toujours confiant, toujours souriant. Ses avocats étaient chers, bons. Ils avaient combattu chaque accusation pendant 2 ans. Ils n'avaient pas fini de se battre. Clayton présenta les preuves, les actes falsifiés, la société écran, le témoignage du greffier du comté, les registres financiers montrant l'argent se déplaçant des sociétés minières vers les comptes de Crane. Mais les avocats de Crane avaient des réponses pour tout. Des litiges commerciaux, pas des crimes, des malentendus, des erreurs de bureau, le genre de fumée juridique qui rendait la culpabilité impossible à prouver. Puis le juge Harrow appela Grace à la barre. Elle s'avança, tous les yeux sur elle, sans voile, sans habit, juste une robe simple. Son arme laissée à la mission, le Colt qui avait tué 13 hommes, laissé derrière car c'était un combat différent. Le bailli lui tendait une Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, que Dieu vous soit en aide? Grace regarda la Bible, la croix sur la couverture, pensa à 6 ans de faux semblants, de prières qui sonnaient comme des mensonges, d'une foi qu'elle n'avait jamais vraiment eue. Je le jure, dit-elle, la première fois que ces mots avaient un sens. Clayton l'interrogea en premier, calme, professionnel, comme s'ils avaient répété. Mademoiselle Holloway, veuillez dire à la cour ce que vous savez sur la terre de la mission. Grace prit une inspiration. C'était de la ferme de ma famille, la ferme Holloway. Mon père l'a achetée en 1858. Nous l'avons travaillée pendant 12 ans, puis la banque l'a saisie après une sécheresse, après que ma famille a été assassinée. Et comment avez-vous découvert cela? Le shérif Harkness m'a montré l'acte il y a 2 ans. Je ne le savais pas avant. Je ne savais pas que j'avais vécu sur la tombe de ma propre famille. La salle d'audience s'agita, chuchota. Le juge Harrow frappa de son marteau. Silence. Clayton continua. Le diacre Crane vous a-t-il déjà parlé de la terre? Oui, la nuit, la nuit avant que je m'échappe. Il est venu dans ma cellule ivre, m'a offert un marché. Quel genre de marché? La prison au lieu de la pendaison. Si je signais une confession disant que j'avais trompé l'Église, que j'étais inapte à diriger la mission, que la terre devait être fermée immédiatement. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que je préférais être pendu. L'avocat de Crane se leva, objecta, oui dire, pas de témoin. La parole de Grace contre celle d'un diacre respecté. Le juge Harrow rejeta l'objection. Je l'autorise. Continuez. Clayton posa des questions sur les menaces de Crane, sur l'argent dans le ruisseau, sur les 50 000 $. Grace répondit à chaque question, honnête, directe, ne se cachant plus.
Puis l'avocat de Crane se leva pour le contre-interrogatoire. Il était jeune, vif, bien habillé, le genre d'avocat que l'argent achète. Mademoiselle Holloway, ou devrais-je dire Mademoiselle Grace Holloway, la fugitive recherchée. Grace Holloway était mon nom, oui. N'est-il pas vrai que vous êtes recherché pour meurtre dans 4 territoires? Oui. 12 hommes morts de votre main. 13, en fait, a tué un chasseur de primes nommé Virgil Kane il y a 2 ans, en légitime défense, mais il est mort quand même. La salle d'audience explosa. Le juge Harrow frappa fort de son marteau. Silence, je viderai cette salle si nécessaire. L'avocat sourit, comme si elle lui avait donné exactement ce qu'il voulait. 13 meurtres, et vous vous attendez à ce que cette cour vous croie? Je m'attends à ce que cette cour examine les preuves. Mon passé ne change pas les documents, ne change pas ce que le diacre Crane a fait. Mais il change votre crédibilité. Vous êtes une menteuse. Vous avez prétendu être une nonne pendant 6 ans. J'ai fait semblant parce que je fuyais ce que j'avais fait, qui j'étais. Et maintenant, vous avez arrêté de fuir. Oui. Pourquoi? Grace regarda les enfants assis au premier rang, Marie, Tommy, tous la regardant, confiants. Parce que fuir ne change rien, ça ne fait que retarder le jugement. J'en ai fini de retarder. De nobles paroles de la part d'une tueuse. Je suis une tueuse. Je ne le nierai pas. J'ai tué 12 hommes qui ont assassiné ma famille, les ai traqués pendant 6 ans, les ai abattus, certains dans leur sommeil, d'autres alors qu'ils fuyaient. Je ne le justifierai pas, je ne m'en excuserai pas. C'est ce que j'ai fait. L'avocat marqua une pause, surpris par son honnêteté. Et vous pensez que cela rend votre témoignage crédible? Je pense que cela le rend vrai. J'ai passé assez d'années à mentir sur qui je suis, ce que j'ai fait. J'en ai fini avec ça. Silas Crane a essayé de voler une terre qui appartenait à ma famille, a essayé de la voler à 8 enfants qui en ont besoin. C'est la vérité, que vous croyez une tueuse ou non. L'avocat essaya d'autres questions, mais Grace ne flancha pas, ne se cacha pas, dit juste la vérité, toute la vérité, les parties laides, les parties honteuses, tout. Quand elle descendit de la barre, Clayton hocha la tête, un petit signe, mais elle le vit, de l'approbation, ou peut-être juste du respect. Jacob témoigna ensuite sur Kane, sur le combat, sur Grace se vidant de son sang dans le ruisseau, légitime défense, sans aucun doute. Le procès dura 3 jours. Témoignages, preuves, arguments juridiques. À la fin, le juge Harrow se retira pour délibérer. Il revint 1 heure plus tard. J'en ai assez entendu. Les preuves sont claires. Le diacre Silas Crane est coupable de fraude, de vol et de complot en vue de frauder le diocèse catholique. Il a sciemment falsifié des documents, créé de fausses sociétés et tenté de voler une terre qui appartient de droit à l'Église. Crane se leva, le visage rouge, criant « C'est scandaleux. Cette femme est une meurtrière. Pourquoi l'écoutons-nous? Parce que, contrairement à vous, dit tranquillement le juge Harrow, elle dit la vérité. Il condamna Crane à 15 ans de prison territoriale. Le bailli l'emmena, toujours criant, toujours niant, jusqu'à ce que la porte se ferme et que sa voix s'estompe. La salle d'audience se vida lentement, les gens parlant, digérant. Grace resta assise seule, attendant. Le juge Harrow s'approcha, s'assit à côté d'elle. « Mademoiselle Holloway, je dois vous informer, il y a des mandats fédéraux pour votre arrestation de plusieurs territoires. La loi m'oblige à vous placer en détention. » Grace hocha la tête. Elle s'y attendait. « Je comprends. Cependant, étant donné que vous êtes revenu volontairement pour témoigner, que vous avez vécu paisiblement pendant 2 ans, et compte tenu du témoignage sur la légitime défense concernant Virgil Kane, je suis enclin à retarder l'exécution de ces mandats en attendant un examen plus approfondi. » Grace le regarda, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire que vous êtes libre de partir pour l'instant. Mais Mademoiselle Holloway, ce n'est pas fini. Les mandats existent toujours. D'autres chasseurs de primes viendront. Vous comprenez? Oui, monsieur. Je vous suggère de vivre tranquillement, de ne pas vous attirer d'ennui et de prier pour que la justice rattrape la loi avant que la loi ne vous rattrape. » Il se leva, partit. Grace resta assise dans l'église vide, seule, libre pour l'instant.
Mais le poids de ses mandats pesait comme des pierres. 5 ans passèrent. Pas des années faciles, pas des années paisibles, mais des années. Grace resta à la mission, éleva les enfants. 3 des 8 premiers grandirent et partirent, trouvèrent du travail, se marièrent, commencèrent leur propre vie. Marie, Tommy, Sarah, tous partis maintenant, vivant leurs propres histoires. 5 nouveaux orphelins arrivèrent, plus jeunes, plus nécessiteux. Grace les accueillit comme avant. Pas de voile, pas de faux-semblants, juste du travail, juste essayer. Les mandats continuaient d'arriver. Clayton mourut 3 ans après le procès. Une crise cardiaque, calme, paisible. Emma prit la relève comme shérif. La première femme shérif de 3 territoires. Elle brûlait les mandats comme son père l'avait fait, tenait le compte. 73 en 5 ans. La ville n'accepta jamais complètement Grace. Certains le firent, d'autres jamais. La plupart vivaient simplement avec la contradiction. La femme qui avait tué 13 hommes, qui sauvait aussi des enfants, qui était à la fois monstre et miséricorde. Grace apprit à vivre avec ça, avec le fait d'être les deux, pas l'un ou l'autre, juste humaine, compliquée, imparfaite. Elle portait toujours le colt, le vérifiait toujours tous les 6 mois, se souvenait toujours de ce que c'était que d'appuyer sur la gâchette, de voir des hommes tomber, de devenir exactement ce que sa mère avait craint. Mais elle se souvenait aussi du premier jour d'école de Marie, du premier travail de Tommy, des plus jeunes enfants apprenant à lire. De petites victoires, de tranquilles rédemptions. Un soir, Grace était assise sur les marches de la mission, regardant le coucher de soleil peindre le désert de rouge et d'or, les mêmes couleurs qu'il y a 5 ans, 10 ans. Toujours les mêmes, toujours différentes. Un cavalier apparut, jeune, à l'air officiel, un insigne sur la poitrine. Il descendit de cheval, s'approcha prudemment, la main près de son arme. « Grace Holloway, c'est moi. Je suis le Marshal Adjoint Webb. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Texas, accusation de meurtre de 1878. » Grace hocha la tête, se leva. « Je m'y attends. Allez-vous venir tranquillement? » Grace pensa à fuir, à se battre, à toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Puis elle pensa aux enfants à l'intérieur, aux promesses tenues, à essayer d'être meilleure. « Oui, je viendrai tranquillement. » Emma apparut, remontant Main Street. « Adjoint, puis-je voir ce mandat? » Webb le lui tendit. Emma le lut, vérifia les sceaux, les signatures. Tout était officiel, tout était légal. « Ce mandat a 8 ans, dit Emma. « Oui, madame, mais il est toujours valide. Et mademoiselle Holloway vit ici ouvertement depuis 7 ans, période pendant laquelle elle n'a enfreint aucune loi, n'a blessé personne, a élevé des orphelins et a aidé cette communauté. Je comprends, shérif, mais j'ai mes ordres. » Emma regarda Grace, l'insigne sur la poitrine de Webb, le mandat dans sa main. Puis elle fit quelque chose que son père aurait fait. Elle déchira le mandat en 2. Webb la fixa. « Shérif, c'est une destruction de propriété fédérale. Alors arrêtez-moi aussi. Je ne peux pas juste. Vous pouvez retourner au Texas et leur dire que Grace Holloway est partie depuis des années, peut-être morte, ou partie au Mexique. L'histoire que vous voulez raconter. » Webb regarda entre elles, jeune, incertain. Finalement, il hocha la tête. « Je ne l'ai jamais trouvée. La piste s'est perdue à Redemption. » Il monta, s'éloigna. Les morceaux du mandat déchirés volèrent dans la main d'Emma. « Merci, dit Grace. Ne me remerciez pas. Ce ne sera pas le dernier. Je sais. Vous devriez partir. Aller quelque part où ils ne vous trouveront pas. Je ne peux pas. Les enfants ont besoin de moi. Les enfants grandiront, partiront. Et après? » Grace regarda la mission, la vie qu'elle avait construite. « Alors je trouverai de nouveaux enfants qui ont besoin d'aide, ou je continuerai d'essayer jusqu'à ce qu'ils m'attrapent enfin. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini de fuir. » Emma secoua la tête, sourit malgré elle. Têtue comme toujours. J'ai appris des meilleurs. Elles se tenaient ensemble, 2 femmes, shérif et fugitive, amies et protectrices, regardant le soleil sombrer sous l'horizon du désert. À l'intérieur de la mission, des enfants riaient, appelaient Grace, avaient besoin de quelque chose, toujours besoin, toujours dépendant, toujours confiant. Grace alla vers eux, non pas parce qu'elle le devait,
mais parce qu'elle le choisissait chaque jour, chaque instant, choisissant d'essayer, d'être meilleure, de porter son passé et de rendre demain différent d'hier. Ce n'était pas la rédemption, peut-être que ça ne le serait jamais, mais c'était quelque chose. Et à la fin, peut-être que le fait d'essayer était tout ce que l'on pouvait faire. Grace Holloway vécut encore 35 ans dans cette mission, mourut à 71 ans, paisiblement, dans son sommeil, entourée des enfants qu'elle avait élevés et des petits-enfants qu'ils avaient amenés pour la rencontrer. Elle ne se maria jamais, ne tua plus jamais, n'arrêta jamais de porter le cold, ne crut jamais entièrement que quelqu'un écoutait quand elle essayait de prier, mais elle essayait quand même. Chaque dimanche, chaque nuit, chaque moment où le poids devenait trop lourd. Les mandats continuèrent d'arriver. Emma les brûla tous, puis le shérif adjoint d'Emma, puis le fils d'Emma quand il devint shérif. 3 générations d'hommes de loi choisissant la justice plutôt que la loi, protégeant le droit d'une femme à essayer. Certaines personnes ne pardonneront jamais à Grace, n'oublieront jamais ce qu'elle avait fait, traversant la rue quand elles la voyaient, disaient à leurs enfants de rester à l'écart. C'était leur droit. D'autres voyant quelque chose de différent, une femme qui avait fait des choses terribles, qui le savait, qui le portait, qui essayait quand même de rendre le monde un peu meilleur. C'était leur droit aussi. Grace comprenait les deux, acceptait les deux, parce qu'elle était les deux, tueuse et soignante, pécheresse et sauveuse, une âme brisée essayant de se réparer. Les soirs chauds du Nouveau-Mexique, quand le vent souffle juste comme il faut à travers ses peupliers près du ruisseau, certains disent qu'on peut encore entendre sa voix, enseignant aux enfants leurs lettres, chantant des hymnes auxquels elle ne croyait jamais tout à fait, essayant, toujours essayant d'être meilleure qu'elle ne l'était. La mission est toujours debout, mur blanc, toit de tuiles rouges, clocher captant la lumière de l'après-midi. Des enfants différents maintenant, des sœurs différentes, mais le même travail, le même espoir, le même effort. Et dans le petit cimetière derrière l'église, une simple pierre tomba l'indique. Grace Holloway, 1853 à 1924. Elle a essayé. Pas de mensonges, pas de faux-semblants, juste la vérité. La seule rédemption qu'elle ait jamais voulu, la seule rédemption que l'un de nous puisse jamais obtenir.